Si l'on devait ne retenir que deux dates, ce serait sans doute 1967, avec la loi qui autorise la contraception, puis 1974, quand Simone Veil, alors ministre de la Santé, réussit à faire consensus sur la délicate question de la dépénalisation de l'avortement. 2 années cruciales pour une seule et même aspiration, imposer le droit à la maternité volontaire. Cette grande conquête de la seconde moitié du XXe siècle a accompagné l'émancipation de 3 générations de femmes et bouleversé toute la société. La question d'être enceinte ou pas, j'ai l'impression que c'est un vieux truc qu'on doit traîner depuis l'humanité, ça. L'IVG et le droit à l'IVG et le droit à la pilule fait que c'est la femme qui choisit et c'est pas l'homme. On essayait un peu tout et c'est vrai que ça a gâché beaucoup de relations sexuelles. Moi, ça a gâché mon début de mariage. J'avais une curiosité sur mon corps, puisque les expériences, on ne me les avait jamais données. Je les ai faites toutes seules, voilà. Marie-France, Pierrette, Sylvie, Marion sont représentatives de ces générations de femmes. Elles vivent toutes à La Rochelle, par leurs souvenirs, leurs témoignages, leurs ressentis, leurs réflexions. C'est le microcosme féminin qui se dévoile et qui montre à quel point la question de la santé des femmes est au cœur de l'évolution de nos comportements. Que de chemin parcouru en à peine 50 ans. Je suis née, moi, dans le milieu, on va dire, paysan, puisque je suis née au bord de la Sèvre niortaise. Et en 1941, donc, mes parents se sont installés chez mes grands-parents pendant la guerre, parce que mon père avait été coiffeur, mais à l'époque, évidemment, il avait été assez perturbé par l'arrivée d'un enfant. Puisque je suis née, ils avaient 19 et 20 ans. Donc, ils sont installés chez mes grands-parents et mon père a travaillé la terre pendant toute la guerre. Et donc, une de mes sœurs est née aussi en 1944 et mon autre sœur en 1946. Et nous sommes arrivés dans la région de La Rochelle, à Saint-Saëns exactement, quand mes parents ont pris leur élan pour construire leur vie. Et à ce moment-là, mon père a repris son métier de coiffure donc à Saint-Saëns. Maman a pris un café, essence, tabac, voilà, dans ce petit village. Et puis, j'ai connu toute mon adolescence dans ce village, puisque j'en suis partie à 19 ans pour me marier. Jamais mes parents m'ont dit tu ne dois pas coucher avec les garçons, c'était un mot qu'on n'utilisait pas. Par contre, j'étais surveillée. Je ne pouvais pas, quand j'étais à l'école à Mosbarbo à La Rochelle, je rentrais en vélo. Si j'étais en retard, mon père quittait ses clients pour venir en voiture me chercher. Il n'était pas possible de parler de quoi que ce soit. Et lorsque, je me souviens avoir eu mes règles, j'étais catastrophée, on m'en avait jamais parlé. Et c'est mon père qui m'a dit tu deviens une femme. Et puis c'est tout. Je n'ai même pas osé en parler à maman. Et toute cette histoire de sexualité et d'échange sur le corps de la femme, c'était par des copines que j'ai eu une petite information. Puis après, je me la suis faite toute seule, bien sûr. Mais c'était vraiment un sujet qui n'était jamais abordé dans notre famille, en tout cas. 14 décembre 1967. Lucien Neuwirth, député de la Loire, auteur de la proposition de loi sur la régulation des naissances, peut s'estimer heureux. Après un an de débats intenses dans l'hémicycle et dans la société, l'usage de la pilule contraceptive devient légal en France. Les enfants du baby-boom ont gagné la bataille de la liberté. La loi de 1920, reflet d'une autre époque, celle de l'élan nataliste qui suivit la Première Guerre mondiale, est enfin abrogée. La société patriarcale lâche du lest, l'Église aussi. Que des hommes pour arriver à régler un problème de femme. Il faut peut-être aussi que je remette dans le contexte familial, étant donné que mes parents sont donc nés en début du XXe siècle, élevés tous les deux dans des familles très, très chrétiennes, pratiquantes, catholiques, et qu'ils se sont rencontrés sans jamais avoir eu d'autres expériences avant cette demande en mariage. Et donc, ils ont vécu en harmonie, comme ça, tous les deux, le temps de faire 8 enfants, dont 5 vivants, et 5 filles,
Donc je suis née avant la guerre quand même, dans un univers de filles, très gâtées, avec beaucoup d'amour autour de moi, mais avec une relation du corps absolument inexistante, n'ayant jamais, jamais entendu parler ni vu le corps nu de mes parents, ni celui d'un garçon, sauf celui de mes petites sœurs. Moi, j'ai démarré dans les années 65-68 et donc forcément, j'ai vécu tout cet énorme progrès au niveau des femmes. Et vraiment, c'est quelque chose, j'avais envie d'accompagner, j'avais vraiment envie d'essayer d'apporter aux femmes quelquefois, et ça, je me souviens très bien d'un article que j'avais fait, d'apporter aux femmes, grâce à nos associations de gynécologues, ce qui se passait ou ce qui se disait dans certains hôpitaux parisiens et de l'apporter en province pour qu'elles aient, elles aussi, la possibilité rapidement d'avoir les progrès, alors la contraception, mais les progrès de la chirurgie aussi. Alors avant la pilule, eh ben, comme à l'époque, c'était ce qu'on appelait la méthode Ogino. On prenait la température, on surveillait la date des règles, alors le préservatif, le diaphragme, alors on essayait un peu tout. Et c'est vrai que ça gâchait beaucoup, beaucoup de relations sexuelles. Il y avait tout un tas de trucs, là, des diaphragmes, les crèmes, des ovules, spermicides, enfin il y avait toute une panoplie là, de produits que j'ai essayé un petit peu à ce moment-là. Et je pense que ma mère a dû s'en rendre compte en fait. Je pense que c'est pour ça qu'elle m'a emmenée chez la gynéco, en se disant qu'est-ce que c'est que ce bricolage, et parce que la peur c'était quand même que je puisse avoir un enfant. Hein, c'est ça l'angoisse du moment. Donc après, si, ils m'ont donné beaucoup d'informations. Alors ils me mettaient sur mon bureau le soir des prospectus. Mais voilà, donc j'ai été informée, ça c'est sûr. J'ai été informée. Mais je pense que la principale protection, elle a été ne pas avoir d'enfant. Voilà. J'ai pas été bercée par l'histoire des maladies, des machins, tout ça, non. C'était avant le sida. Le planning familial, mouvement féministe d'éducation populaire créé quasiment dans la clandestinité dès 1956, regroupe aujourd'hui un réseau de 70 associations départementales. Les militantes de la première heure sont toujours présentes, mais elles commencent à passer le flambeau aux plus jeunes. Je m'appelle Charline, j'ai 27 ans. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis au planning familial de Niort. Je suis salariée mais militante, je le revendique. Parce que c'est important, parce qu'on peut être salarié, faire un travail, etc., qui nous plaît ou pas. Mais là, j'ai la chance d'avoir un métier dans lequel je retrouve mes valeurs personnelles. Effectivement, c'est porté par beaucoup d'anciennes militantes, parce que le planning familial, il était aussi monté par ces femmes-là qui étaient concernées directement par ces combats-là, qui, elles, n'avaient pas la contraception, qui n'avaient pas accès à l'IVG. Et effectivement, ces femmes-là se sont battues pour que ce droit existe. Moi, je fais partie d'une génération, on est né avec ce droit-là. Donc, on n'a peut-être pas conscience toujours de ce qui se passe. Mais le planning familial, ça va au-delà aussi de la contraception, de l'accès à l'IVG. C'est aussi tous les rapports sociaux de sexe, les rapports de domination qui sont toujours présents dans notre société. Les femmes d'aujourd'hui sont conscientes qu'elles bénéficient largement des avantages acquis par leurs aînés et combien ces progrès de la société ont libéré les mœurs et leur initiation à la sexualité. Sur la question de l'éducation qu'on a pu avoir sur la partie éducation sexuelle ou gynéco ou toutes ces sphères-là, je dirais que finalement ça a été assez étrange.
Avec ma mère, on a eu finalement des échanges assez spontanés sur des moments particuliers, c'était un peu comme ça. Mais c'était mon père qui avait décrété pendant un temps qu'il devait faire notre éducation sexuelle, je me souviens de ça. Je suis pas persuadée que ça a été super efficace, mais enfin, il y avait quand même une tentative de nous éclairer sur un certain nombre de points. Il n'était pas dans l'intrusion, dans des questionnements par rapport à ça. J'ai pas ressenti de peur particulière parce que j'étais une fille ou je sais pas. Voilà. Donc ça, c'est sûr. Alors peut-être qu'ils en ont eu entre eux, hein, dans les discussions de cuisine et tout ça, ça je sais pas. Mais en tous les cas, moi, je les ai pas trop perçus. Je dirais même l'inverse. J'étais plutôt poussée à faire ce que j'avais à faire en fait, hein, sans me dire t'es une fille donc fais attention à ci, t'es une fille donc fais attention à ça. Et moi je pense faire partie de la génération qu'on a bénéficié directement, avec une vraie, je pense une vraie pensée militante derrière, une vraie envie en tous les cas de faire différemment. Ça c'est sûr. Je ne sais pas si ça a réussi ou pas, mais enfin il y avait quand même cet engagement-là. Je suis née en 1990, donc maintenant ça fait 27 ans. Et je suis née en région parisienne, dans une famille classe moyenne, un père informaticien, une mère documentaliste, et grandi de manière très simple et enfin, pas de grands événements très marquants dans ma vie, quoi. Et je suis sortie des études il n'y a pas si longtemps que ça maintenant. Je sais qu'en 5e, on avait au programme la reproduction, autant voilà, chez les animaux que chez les hommes. Et du coup, on a commencé à voir le système de reproduction. Et il y a eu un cours où notre professeur c'était l'SVT, donc les sciences de la vie et de la terre, nous a montré voilà, comment se protéger. Et elle s'adressait aux garçons comme aux filles, évidemment. Donc elle nous a montré ça de manière très simple, en prenant une banane et de manière très, très dépassionnée. Et évidemment, tout le monde pouffait dans la salle. Et elle nous a montré comment mettre un préservatif, quoi. Ma mère a commencé à me parler de la pilule et donc d'un suivi gynécologique vers mes 17-18 ans, vers la terminale. J'avais mes règles, c'était plutôt douloureux. Et puis elle m'a dit est-ce que tu veux que je te prenne un rendez-vous chez ma gynécologue, ça serait pas mal que tu prennes la pilule. Ta sœur a pris la pilule peut-être un peu plus tôt, je sais plus. C'était pas forcément une idée de protection, mais enfin, en tout cas, elle me l'a pas présenté comme ça. Elle m'a plus dit c'est bien au bout d'un moment de prendre une pilule, comme si voilà, toute femme, de toute façon, à partir d'un certain moment, plus ou moins tôt selon ses besoins, prend une pilule parce que la pilule règle et protège en plus de la grossesse. Et la plupart du temps, une mère explique très vite à sa fille comment ça marche parce que c'est une question de survie dans un sens, c'est une question de vie. C'est vrai qu'en France, aujourd'hui, les patientes en âge de procréer, pour plus de 50%, utilisent une contraception orale. Et donc, la plupart œstroprogestative. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle une pilule avec deux produits, les œstrogènes et la progestérone, qui permettent de lisser le cycle, de bloquer les ovaires et donc d'apporter du confort aux patientes. Parce que, mine de rien, ça permet de réguler les règles, ça permet d'avoir des cycles bien réguliers. Voilà. Donc je suis allée chez la gynéco avec ma mère pour la première fois, voilà, et je suis revenue avec une pilule. Et par contre, je me souviens de la tête de mon père. Je me souviens, il boudait. Enfin, il était quand même un peu, voilà, il était un peu gêné
Je pense de se dire, tiens, il y a un pas qui vient de se faire là, voilà. Bon, il m'en a pas parlé, hein, j'ai pas eu de commentaires, mais j'ai senti quand même un petit moment de voilà, de blocage. La pilule domine encore largement le paysage contraceptif français. Si elle a permis d'éliminer les angoisses de maternité non désirée et revaloriser l'entente conjugale, c'est cependant au prix d'impératifs qui ne sont pas toujours bien maîtrisés. C'est contraignant si on l'oublie. Donc il faut toujours en avoir sur soi, il faut toujours y penser. Quand on dort chez quelqu'un d'autre ou chez une copine, c'est la course à la plaquette de la pilule pour le lendemain. Je me souviens des mélanges, des fois je l'ai pris le mardi, le mercredi, le jeudi, enfin voilà, les histoires de dates et tout ça. Donc dans ce sens-là, oui, c'est contraignant. Alors bon, après je me suis organisée, c'est devenu un peu un mécanisme, hein. Voilà, donc de ce point de vue-là, je dirais que c'était plutôt pratique, quoi. Me concernant, moi je me pose énormément de questions sur comment marche mon corps et comment faire autrement que de prendre des médicaments. Après, c'est un peu contradictoire dans le sens où la pilule, on a réussi à la porter et à faire en sorte de gérer notre ovulation grâce à la pilule, mais ça a forcément un coût. C'est des hormones, c'est des choses qui sont mises... tous les médicaments, de toute façon, c'est un peu comme ça. En 2012, cette jeune femme victime d'un AVC en avait fait son combat et déclenché le scandale des pilules 3e et 4e génération. On découvre alors que ces pilules peuvent être dangereuses pour la santé. Depuis, dans les pharmacies, les ventes ont nettement baissé. On a beaucoup évolué sur ces 50 dernières années, puisqu'il y a les pilules de première génération qui ne sont plus commercialisées, les deuxième génération qui sont aujourd'hui celles qui sont le plus recommandées, et les troisième génération, on ne va pas revenir sur cette polémique qui a eu lieu il y a quelques années, qui a vu un déremboursement de ces contraceptions, et puis en fait un arrêt de pilules chez certaines patientes qui étaient de troisième génération alors qu'elles étaient parfaitement tolérées. Symbole hier d'une sexualité libérée, la pilule devient contestée, entraîne une autre vision des femmes sur cette prise d'hormones quotidienne. Elle n'est plus perçue comme un médicament anodin. Aujourd'hui, en fait, on est confronté à des patientes qui sont très réticentes à la contraception œstroprogestative. Je pense que c'est sociétal, il y a une volonté de retour à la nature, donc une volonté d'avoir moins d'hormones. Voilà, mais malgré ça, ça reste quand même le moyen de contraception le plus étendu. Donc je suis toujours sous pilule. J'aimerais bien arrêter. En plus, je ne suis pas hyper vigilante à propos de la prise de pilule parce que c'est pareil, hein, la pilule reste le moyen le plus efficace, mais il faut la prendre. Il ne faut pas oublier. Et moi, je suis très distraite à ce niveau-là. Et je ne suis jamais tombée enceinte, mais voilà, forcément, c'est la peur. C'est la peur pour nous, et puis c'est la peur pour le partenaire, ce qui est normal. On est tous les deux responsables. Et on n'a pas envie de tomber enceinte n'importe quand on n'est pas préparé. On arrive à convaincre les patientes, malgré tout, du bien fondé et de l'absence de risque de contraception. Et on arrive à les amener à faire un choix qui n'est peut-être pas celui qu'elles avaient imaginé au départ, mais qui va leur convenir. Parce que la contraception, l'idée, c'est de l'oublier, de la prendre et de l'oublier, de faire en sorte qu'elle puisse avoir une vie épanouissante, à la fois sexuelle et sociale. Aujourd'hui, on est en passe de voir arriver des contraceptions de longue durée, en fait. Donc le stérilet, la progestérone, parce qu'en fait, on s'est aperçu qu'un des facteurs d'échec de la contraception, c'était l'oubli. Et donc, en modifiant les durées, en modifiant les prises, et donc du coup, une meilleure couverture et moins de risque de grossesse. Et en cas d'oubli, heureusement, il existe la pilule d'urgence, communément appelée la pilule du lendemain. Ne nécessitant pas de prescription, la vente de cette contraception de dépannage connaît une progression régulière. En 2016, ce sont plus d'1 300 000 plaquettes qui ont été distribuées. J'ai pris plusieurs fois la pilule du lendemain parce que ça, on m'en a enfin informé. Et à chaque fois que j'ai une question où je vais sur Internet et j'essaye de voir quels sont les traitements ou quelles sont les alternatives.
Je sais qu'en pharmacie, je suis toujours tombée sur des gens qui m'ont informée et qui n'ont pas été réfractaires ou... Mais oui, j'ai pris plusieurs fois la pilule du lendemain, il ne s'est jamais rien passé, heureusement. Normalement, lorsqu'on fait une ordonnance de contraception chez les jeunes, on leur rajoute toujours sur l'ordonnance une pilule d'urgence, à peu près, toujours. C'est ce qu'il faut essayer de faire, au moins, après leur avoir expliqué comment ça marche, comment est ceci et cela. Et c'est en vente libre. Ça, c'est normal. Accéder à l'avortement dans des conditions médicales sûres, avec des médecins bienveillants, c'est l'héritage de Simone Veil. Je le transmets. À l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle, où exerce le docteur Tiroir, le centre d'orthogénie accueille environ chaque année 600 patientes désireuses d'interrompre une grossesse. Les 2/3 de ces interventions se feront sous forme médicamenteuse. On peut venir vous voir? En fait, le taux d'IVG, alors c'est très étonnant, n'évolue pas. On trouve tous globalement que c'est toujours trop, mais depuis ces 20 dernières années, le taux d'IVG reste à peu près stable en France. Et ce, malgré toutes les campagnes qui peuvent exister, et ce, malgré toutes les contraceptions. Aujourd'hui, on a un panel de contraception qui est assez étendu, effectivement, et donc, malgré ça, le taux d'IVG reste le même. Alors, on n'a pas véritablement d'explication. Je ne pense pas que ce soit un défaut d'information. Alors, peut-être un défaut de compréhension, mais je ne vois pas comment on pourrait faire beaucoup plus. Parce que se déplacer au sein des listés, leur donner de l'information sur la contraception, sur la sexualité, sur la grossesse, voilà, on n'a pas l'impression qu'on a une vraie prise sur ça. L'IVG se serait-elle banalisée? Son accès est plus facile, bien entendu. Mais son impact émotionnel reste important dans la vie d'une femme. Je me souviens très bien que ma fille me disait « Mais maman, si ça m'arrivait à moi, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu me mettrais dehors ?» Donc c'était ces réassurances-là. « Est-ce que tu m'aimerais toujours ?» Enfin, c'était un peu quand même de cet ordre-là. Et puis après, on en a parlé parce qu'elles ont autour d'elles des copines qui ont été confrontées à l'IVG. Et assez jeune, parce que 15 ans, c'est dans ces âges-là, quoi, 15 ans, 16 ans. Et là, du coup, se posent des questions, on en discute. Il y en a une, par exemple, qui a été accompagner sa copine le jour de son IVG, parce que sa propre mère ne le faisait pas. Donc elle s'est retrouvée à accompagner la copine dans ce truc-là. Bon, alors moi, derrière, il fallait que je reprenne quand même un peu les choses, parce que c'était pas sa place non plus. En lui disant aussi de faire attention, quoi, de se protéger par rapport à ça. C'est pas si évident, je veux dire, d'accompagner quelqu'un là-dedans. J'ai une copine qui est tombée enceinte, qui a été assez laxiste, entre guillemets. Elle voulait pas le voir. Elle s'est retrouvée à 3 mois, un tout petit peu plus, à être enceinte. Et à l'époque, elle vivait en Angleterre, et c'est ça qui l'a sauvée, parce qu'en Angleterre, c'est jusqu'à 4 mois. Et elle m'a dit vraiment, mais fais vraiment attention, parce que moi, ça m'est arrivé. Parce qu'à partir du moment où tu es enceinte, t'as beau te dire avant, tant pis, j'avorterai. Je réagis comme ça, c'est de toute façon, je peux avorter. Et je pense que c'était pas forcément le cas avant. Mais elle m'a fait prendre conscience qu'à partir du moment où tu es vraiment à l'acte d'avorter, c'est déjà une autre prise de conscience, c'est déjà quelque chose qui a beaucoup plus de poids que de simplement prendre la pilule et se dire tout va bien. C'est banalisé jusqu'au moment où en fait il faut avorter, je pense. J'ai jamais avorté, et je connais plusieurs copines qui ont avorté. Des médecins dans la rue pour défendre leurs gynécologues, pas celui qui les accouche, mais celui qui les suit de façon régulière. Parce que je pense que la gynécologie médicale est indispensable à la bonne santé des femmes, à la fois comme moyen pour les femmes de se confier à des gynécologues et également pour tout ce qui est dépistage des cancers. Elles sont venues accompagner le comité de défense de la gynécologie médicale et déposer à Matignon des pétitions comportant 800 000 signatures. Le suivi gynécologique n'est pas obligatoire, mais largement répandu auprès de la population féminine. Il s'exerce dans le contexte d'une consultation particulière et intime.
Dans la spécialité de gynécologie, a fortiori quand vous êtes un homme, il y a des éléments qu'il faut bien maîtriser dans le recueil, le respect, l'empathie. Et au bout d'un certain temps, quand vous êtes maître de votre technique, vous avez la surprise parfois à la sortie que des jeunes patientes, voire des patientes plus âgées, vous disent « au revoir madame ». Et je prends ça pour un compliment. Ça veut dire qu'elles ont eu le sentiment probablement d'avoir été entendues. C'est pas une prise en charge ordinaire parce que on présente pas, voilà, on vient pas pour présenter, je sais pas, un symptôme grippal ou j'ai mal à la gorge, j'ouvre la bouche ou je sais pas quoi. Il y a quand même à un moment donné des gestes qui sont des gestes qui peuvent être vécus comme étant violents ou intrusifs ou enfin, ça fait partie d'une sphère intime. Et en plus, dans l'explication qu'on va en donner, du ressenti qu'on a, c'est pareil, on rentre quand même dans une intimité. Il y a une écoute particulière à avoir, à mon point de vue, sur ces trucs-là. Moi, je me souviens de ma fille, par exemple, la première fois que le Toubib lui a dit « Bah écoute, il faudra peut-être que tu ailles faire un frottis au laboratoire. » Un frottis au laboratoire. Mais dans sa tête de 16 ou 17 ans, elle m'a dit « Mais maman, je vais me mettre à poil devant... un bonhomme ou une bonne femme que j'ai jamais vue de ma vie dans un laboratoire pour qu'il aille me tripoter la zouzoute. » Voilà comment elle m'a traduit ça, quoi. C'est-à-dire que là, dans sa tête, c'était, et je comprends, c'était l'horreur, quoi. C'était le truc, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors j'ai beau dire, bah, rassure-toi, tu sais, ils ont l'habitude, sont des gens qui, etc. C'est-à-dire que c'est une spécialité où on ne parle que de sexuel. Or, le sexuel est soumis à un certain nombre de répressions, comme vous le savez, et même d'autorépression. Et donc, pour la patiente qui consulte, c'est effectivement un dévoilement qui peut être très exposant pour elle. Et d'où l'importance du respect, de l'empathie et de ne jamais forcer quelqu'un au-delà de ce qu'il veut dire ou faire. En tant que gynécologue médicaux, on a toujours pris le temps d'expliquer, de voir les choses, de faire le point. Et donc, je crois qu'il faut pas hésiter non plus, même si c'est pas tous les ans, et ce qui serait pourtant l'idéal. Mais je crois qu'il faut aussi dire ça et ne pas dire « Oh ben il n'y a personne, là, c'est pas la peine ». Bon, ceci dit, on a un certain nombre de médecins traitants, généralistes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, donc un certain nombre s'intéressent à la gynécologie. Hein. Et c'est vrai que certaines choses peuvent très bien passer par quand même le généraliste. Et puis s'il y a un problème, à ce moment-là, on envoie au gynécologue. La féminisation de la médecine en général va faire que beaucoup, je pense, de femmes généralistes qui ont un intérêt pour la gynécologie vont en faire une part importante de leur pratique. Et dans la formation du cursus initial du médecin généraliste, vous avez des éléments de gynécologie. Mais beaucoup trouvent que c'est insuffisant et c'est pour ça que je participe, dans le cadre du CHU de Bordeaux, à un enseignement qui apporte des informations spécifiques de gynécologie à des collègues médecins généralistes volontaires et qui ont le souci d'améliorer leur formation dans ce domaine et qui apporteront donc aux patientes quelque chose vraiment de pertinent. Donc moi je travaille en semi-rural, à l'est de la Gironde, à la limite avec la Dordogne. Je suis installée depuis février, donc ça fait pas très longtemps, je suis un jeune médecin généraliste. Et j'ai cette particularité d'avoir fait cette formation de gynécologie, de m'y être intéressée pendant mon internat, ce qui fait que j'ai fait 6 mois en gynécologie à Périgueux. Du coup j'apporte cette aptitude en plus à mes patientes. Et je pose les stériles, les implants, sachant que dans le coin on manque beaucoup de gynéco-médicaux et qu'il y a souvent des délais de rendez-vous assez importants. Dans mon exercice de médecine générale, j'ai le sentiment que la santé de la femme, la contraception, la ménopause, etc., ça fait partie de nos suivis de médecine générale. C'est vrai qu'on a beaucoup de demandes, en fait, dans la mesure où il y a de moins en moins de gynéco-médicaux. Et puis de fait, je trouve que c'est des questions qu'on aborde assez, dans le suivi des femmes en général.
Donc moi, je ne me sentais pas suffisamment en confiance autour de tout cet aspect-là. Donc j'ai ressenti le besoin de faire une formation complémentaire. Et puis il y avait aussi l'aspect de donner la possibilité à l'accès à l'IVG médicamenteuse en ville. Parce que c'est vrai que c'est tout un parcours du combattant pour les femmes, parce que c'est pas, enfin voilà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent le proposer. Donc de pouvoir un petit peu faciliter l'accès, je trouvais que c'était aussi important. Donc je voulais faire cette formation pour pouvoir avoir cette compétence-là et puis pour pouvoir le proposer aux femmes qui en avaient besoin. Vous allez pouvoir faire favoriser la cancérisation. Les fibromes moins, les vasculopathies, ça dépend du degré de risque. Et s'il y a une densité mammaire. La majorité des gynécologues médicaux en exercice sont des femmes d'environ 60 ans. Les départs en retraite sont donc nombreux, souvent sans reprise de patientèle. Et l'ouverture de postes d'internes encore trop faible continue à fragiliser la spécialité. Alors pour combler cette pénurie, l'État a choisi d'élargir les compétences des sages-femmes. Nous, à l'hôpital de La Rochelle, alors on a été confrontés, comme dans beaucoup de villes, à un départ assez massif de nos collègues gynécologie médicaux, puisque effectivement il y a moins de cabinets de gynécologie médicale. Et on a une augmentation de la demande, donc on a proposé une offre par la mise en place de consultations de sages-femmes. Alors ça se passe au sein des consultations de gynécologie obstétrique. Donc comme c'est dans le service de consultation, elles ont un accès direct éventuellement au médecin en cas de problématique. Mais elles sont parfaitement autonomes et donc elles font de la prescription de pilules, de la prescription de stérilets, elles posent des stérilets, elles font des frottis, elles s'occupent des patientes, alors au même titre que nous, avec cette restriction que ça doit rester de la physiologie, donc quelque chose de normal. Depuis peu, là, depuis 2011, on a le droit donc, de faire du suivi gynécologique, de prévention, c'est-à-dire qu'on voit les femmes pour une première consultation, pour les frottis, le dépistage du cancer du col, la palpation mammaire, la contraception. Et voilà, tant que tout est dans la normalité, c'est du domaine de la sage-femme, avec bien sûr l'obligation de passer le relais à un spécialiste s'il y a le moindre problème. Les femmes commencent à connaître les sages-femmes et leurs compétences. Voilà, par rapport aux médecins, je pense qu'on a encore besoin de quelques années pour trouver aussi une place pour travailler en collaboration tous ensemble. Lorsque les sages-femmes admettent leurs limites, parce qu'il y en a, il n'y a pas de raison qu'on ne s'entende pas. En revanche, pénurie de médecins, généralistes. Alors, pénurie de gynéco, ça c'est sûr. Donc, on va aller où? Oui, ça c'est une vraie question. Que ça soit ouvert aux sages-femmes, pourquoi pas? Mais je dirais pourquoi pas aux infirmières dans ce cas-là. Des infirmières formées en tous les cas à la gynéco. En tous les cas, il faut que les gens soient formés à la gynéco, ça c'est sûr. Après, ce qu'il faut faire attention, ce que j'ai toujours en tête, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne un enjeu financier pour les services de santé. Car une consultation de sage-femme coûte moins cher qu'une consultation de médecin. Donc dans ces cas-là, peut-être que on n'est pas obligé d'avoir autant de médecins. Une autre conquête a été déterminante dans la vie des femmes. Avoir 50 ans n'est plus synonyme de vieillesse. Épanouies, désinhibées, ces femmes matures font souvent preuve d'une grande vitalité. Il serait faux pourtant de croire que leur corps ne leur pose plus de problèmes. Traitement de la ménopause et risque de cancer du sein demeurent des préoccupations majeures. Après, la question du cancer, honnêtement, moi je ne me la pose pas. Alors je vois bien qu'autour de moi, effectivement, je vois bien qu'il y a apparition de ces questions de cancer du sein, cancer de l'utérus. Ça ne m'impacte pas dans le sens où moi je pense que je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que je me fais suivre. Je mets quand même les moyens pour pas rentrer dans la case, cancer.
Mais après, j'ai conscience aussi que moyen ou pas moyen, et je ne vais pas choisir. Donc, je ne sais pas comment, en tous les cas, ça tombe sur le nez de celle à qui ça arrive. Je ne veux pas me mettre en dehors en disant « moi, ça ne m'arrivera jamais », etc. Non, mais en même temps, je ne peux pas le prévenir. Donc, je peux juste le prévenir en faisant ce qu'on me dit de faire, en faisant ce que je pense qu'il est bon de faire, c'est-à-dire d'aller voir ma gynéco tous les ans, de suivre, de faire des mammographies, voilà. Parce que je suis dans un système de prévention qui m'est proposé. Le temps de la ménopause, c'est vrai, c'est un temps devenu important dans la vie d'une femme, important en qualité et important en quantité. C'est 30 ans de vie, puisque la femme est ménopausée en moyenne autour de la cinquantaine, et qu'en France, en tout cas, elle meurt aux environs de 85 ans, statistiquement, bien sûr. La ménopause, ça me parle de fait, hein. C'est-à-dire, ça me parle malgré moi, on va dire. Donc, oui, ça arrive, ça... c'est pas que ça arrive par surprise, mais bon, c'est vrai qu'on n'est pas toujours préparé à ça. Donc là, les choses se font un peu naturellement, j'allais dire aussi avec le suivi qu'il peut y avoir médical ou gynéco derrière, en disant, bon, voilà comment ça va se passer, etc. Il y a déjà un terrain qui se prépare, il y a une transition qui se fait, quoi. Donc d'un point de vue de l'information, on est informé. Moi aussi, je fais comme mes filles, j'ai des copines, hein. Et puis elles me racontent, on se dit les choses. Donc tu prends des hormones, non, t'en prends pas. Tu fais comment? T'as chaud, t'as pas chaud? Enfin bon, toutes ces histoires-là. Donc ça, on en parle déjà. Là-dessus, je pense que la parole est libérée, en tous les cas, entre nous. Donc depuis maintenant 20 ans, hein, donc depuis 2003, il y a une très grosse étude, hein, qui a été publiée aux États-Unis et qui effectivement a démontré que l'utilisation des traitements hormonaux substitutifs, alors aujourd'hui on dit traitement hormonal de la ménopause, donc THM, entraînait une augmentation du risque de cancer du sein. Donc il y a eu un coup près net, à la fois de la part des médecins et à la fois de la part des patientes, de refuser toute prise de traitement hormonal substitutif. Donc de fait, les patientes se sont retrouvées avec la recrudescence des bouffées de chaleur, des troubles de l'humeur, tous les signes climatériques liés à la ménopause, alors que c'est quelque chose qui avait quasiment disparu, parce que dès qu'une patiente présentait les signes de la ménopause, on lui proposait le traitement hormonal substitutif, et donc elles continuaient leur vie tout à fait normalement. D'une certaine façon, la ménopause était considérée comme une pathologie, justifiant d'être corrigé. Et ça a été les années 88, quoi. Et il y avait des effets absolument remarquables, hein, en termes de qualité de vie, à tout point de vue. C'était presque un élixir de jouvence. Aujourd'hui, on est à 20 ans de cette étude. Alors, on ne revient pas dessus, hein. C'est une étude qui a prouvé effectivement les choses, mais ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'on voit réapparaître des pathologies qui avaient quasiment disparu, et notamment les fractures osseuses, l'ostéoporose sévère. La particularité des patientes qui veulent un THM ou qui sont sous THM, c'est qu'elles sont extrêmement bien suivies. Elles vont voir leur médecin ou leur gynécologue très régulièrement, et donc du coup, elles sont bien dépistées, et donc on voit moins de pathologies chez ces patientes au final. Si la légalisation de la contraception a modifié la société en profondeur, un autre facteur est venu bouleverser les rapports humains. Comme il y a eu un avant et un après pilule, il y a un avant et un après sida. C'est une génération qui n'a plus peur du sida. Tant mieux, parce qu'on peut le guérir presque. Tant mieux. Dans un sens, tant mieux. Et comme je disais, ils n'ont pas vu mourir des copains, des trucs comme nous on a pu voir et tout. Non. Et ils n'en verront pas. De ça, du moins. Donc il y a une espèce de déni du préservatif. Et les filles n'osent pas forcément, si le garçon dit non, je n'ai pas envie, n'osent pas forcément imposer leur volonté. Et je pense que cette façon de se positionner, elle se positionnait peut-être plus dans les années 80, 75-80, elle-même, que maintenant. Et aujourd'hui, effectivement, j'entends souvent « Oui, non, mais le sida, c'est bon, enfin, on ne l'attrape pas non plus comme ça. » Et
Et donc c'est bon, on ne va pas s'embêter avec un préservatif qui coupe tout, enfin, avec tous les arguments qui sont possibles, mais que je vais entendre, je ne vais pas leur dire, ben non, tu me dis que ça te sert, mais ça ne te sert pas. Si tu me dis que c'est désagréable pour toi, ok. Alors, mais par contre, qu'est-ce qu'on fait? Parce que pas de préservatif, ça ne veut pas uniquement dire un risque de grossesse et de paternité, mais c'est aussi des infections sexuellement transmissibles. On a une recrudescence de la syphilis, des chlamydia, etc., où à un moment, ça, l'information, où est-ce qu'elle est? Sauf que vu que la sexualité reste quand même tabou, de reconnaître qu'on va faire un dépistage parce qu'on a eu plusieurs rapports sexuels ou pas, mais en tout cas non protégés, etc., c'est quel regard on nous renvoie, quel regard on porte sur nous-mêmes, etc. Donc notre démarche, elle se situe aussi ici, c'est de les déculpabiliser, de se dire que oui, dans la sexualité, il y a plein d'avantages, il n'y a aucun souci là-dessus, il y a du plaisir, il y a plein de choses. Et effectivement, il y a des côtés où il y a un risque, toujours, d'IST, etc. Et comment on travaille autour de cette question-là avec eux et avec elles. Internet a rendu l'accès à la formation dynamique. C'est un canal de communication crucial pour faire passer des messages de santé, mais qui peut parfois se transformer en un puissant outil de manipulation. Il y a des bruits qui courent, vous savez bien, sur la pilule, il y a des bruits qui courent sur le stérilet, il y a des bruits qui courent sur les tampons, il y a des bruits qui courent absolument sur tout. Je pense que il y a des messages de santé qui sont donnés, il y a plein de campagnes, etc. Il y a un moment, comment est-ce qu'on fait le tri et comment est-ce qu'on s'approprie toutes ces informations-là. Et c'est là aussi, pour moi, s'inscrit la démarche du planning familial, c'est de pouvoir accompagner les gens et de pouvoir réfléchir ensemble, voilà, mais on a toutes ces informations-là, qu'est-ce qu'on en fait? Dans une société plus individualiste que celle des années 60, que reste-t-il encore à conquérir? Quels sont les combats qui doivent encore être menés pour améliorer le bien-être des femmes? On est quand même dans un mouvement où les choses sont en train de bouger, mais il faut qu'on les accompagne. En fait, il faut continuer d'accompagner le changement. Les lois sont toujours appliquées, si on n'est pas en train de régresser sur un autre point. Que ce ne soit pas une partie de patin où dès qu'on avance quelque part, hop, ça recule d'un côté, et on avance et ça recule d'un côté, et d'éviter ce truc-là, en fait. Mais moi, ce qui me pose question, c'est toujours la question du saucissonnage de la prise en charge, quoi. Voilà, c'est plutôt ça qui me pose question. C'est pas qu'on va manquer de gens vers qui on va pouvoir se retourner, c'est la centralisation de l'information, le suivi transversal de tout ça dans le temps. Parce que c'est ça pour moi la question du suivi gynéco. C'est la question du suivi dans le temps et de la mesure des écarts et des transformations. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Mais le fait est que moi j'ai quand même le sentiment qu'elles connaissent mieux leur corps et elles sont, quand elles viennent consulter, elles savent à quoi s'attendre et elles posent les questions qui sont de plus en plus pertinentes. Des patientes qui sont vraiment au courant de rien et qui ne se connaissent pas, moi j'en vois quand même beaucoup moins que c'était le cas auparavant. Un fait que le corps de la femme, dans son épanouissement total, dans sa quête de plaisir, dans son regard qu'elle porte sur elle, est très important. Il faut qu'elle sente que dans la société, son corps joue un rôle et qu'il faut qu'elle le protège d'une manière ou d'une autre. Honnêtement, quand je vois, je sais pas, un mannequin de 50 ou 60 ans sans une ride, etc., avec un corps de déesse et tout ça, je me dis, de toute façon, il y a du mensonge là-dessous, quoi qu'il arrive. Contrairement à mes filles, qui, elles, ne sont pas forcément toujours dans cette représentation-là, et qui sont encore en construction. Mais elles sont quand même confrontées en permanence à l'image, et à l'image trafiquée, en plus, à la fausse image. Parce que, alors, j'ai vu qu'il y avait des courants maintenant qui consistaient à amener la photo telle qu'elle est réellement, et tout ça. Alors, tout d'un coup, ça change, là. Là, effectivement, c'est plus intéressant parce qu'on a réellement, des filles avec de la cellulite, avec des rides, des cernes, des poils, des machins, enfin bref, des filles, quoi, en fait. Elles sont quand même à un âge où il faut être vraiment dans la perfection, où il y a une espèce de recherche du standard, quoi. Là, quand même, on se rend compte que, en intervention milieu scolaire notamment,
y compris les jeunes filles, tiennent le discours suivant souvent de dire « Non mais elle, faut qu'elle se respecte ». On a encore des jeunes femmes qui n'osent pas aller à l'école en jupe ou en robe parce qu'en fait ce serait ne pas se respecter. La femme est toujours jolie, belle, il y a une espèce de maquillage qui aide pas, je pense, à vivre ce qu'on a à vivre derrière réellement dans sa vie de femme, sa vraie vie de femme. Avec les soucis effectivement qu'on peut avoir dès l'adolescence, à se dire bon, il va falloir que je fasse attention à ne pas être enceinte. Donc ça génère aussi des choses dans la relation à l'autre. Il faut que je fasse attention à être belle, à pas ci, à pas là, et puis après on accouche. Mais attention, on ne nous prévient pas de ce que ça veut dire accoucher esthétiquement, c'est une chose, physiquement, etc. La ménopause, donc tout ça c'est beaucoup de changements. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je pense que la différence qu'il pourrait y avoir entre le soin qu'on pourrait apporter à l'homme en général et puis à la femme en particulier, c'est vraiment lié à cette question du changement, de l'impermanence qu'il peut y avoir dans la vie d'une femme et dans les cycles qu'on peut retrouver et les changements qui se produisent, qu'il faut quand même absorber. Alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas chez les hommes, justement, peut-être qu'on ne s'y intéresse pas suffisamment, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est quand même quelque chose qui fait peut-être de la spécialité qu'il pourrait y avoir dans la gynécologie, en tous les cas, quelque chose d'important. Et donc du coup, du suivi qu'il peut y avoir dans la transversalité. L'arsenal législatif est maintenant construit, du moins dans ces grandes structures. La responsabilité des femmes et des hommes d'aujourd'hui, c'est avant tout de continuer à faire vivre, dans notre société, ces formidables progrès qui ont changé le visage de la France il y a 50 ans. D'abord, il y a une meilleure culture médicale. Donc la patiente arrive avec un savoir personnel, le médecin a un savoir technique, et puis il y a une phase d'échange et de mélange de ces savoirs, chacun s'ajustant à l'autre, et puis on arrive à un consensus. Et la décision partagée maintenant, ce qui est un concept qui n'existait pas, la décision partagée entérine cette égalisation des savoirs. Et je pense que c'est la principale évolution que je note. Que les femmes s'affirment et que les femmes osent s'affirmer devant l'autre. Vous savez, quand il y a eu la crise de la pilule, là, et qu'on nous a dit, ce que je disais, et qu'on nous a dit, ah ben oui, non, mais la pilule c'est mauvais, on fait des accidents vasculaires, on fait des infarctus, des thromboses, c'est épouvantable. Donc c'est tout. Et puis, à un moment donné, ah oui, mais le stérilet, on peut avoir des infections, mais qu'est-ce qu'on fait alors? On laisse les femmes à la maison à faire des enfants et elles ne bougent plus. Donc, quelque part, dans les fins fonds, je pense, de notre société, on est encore dans une société où les femmes sont soumises, même avec tous ces progrès. Le planning familial de Niort, il y a un gros champ d'intervention en termes de lutte contre les violences. Parce que justement, la thématique des violences, elle est aussi arrivée avec la contraception. On a vu des femmes, des couples arriver pour des demandes de contraception. Et puis dans les entretiens, on s'est vite rendu compte qu'en fait, les personnes se livraient aussi sur ce qu'elles vivaient au quotidien. Et que la violence en fait partie. C'est les enjeux de la maîtrise de leur corps par les femmes. C'est-à-dire, c'est tous les mêmes. C'est toujours les mêmes. La contraception, la fertilité, la ménopause, les risques de cancer et de lésions infectieuses, etc. Je ne pense pas que ça ait beaucoup bougé sur le cœur de la question. Le problème est factuel. Après, c'est l'approche qui peut varier, et je ne sais pas ce que sera l'approche avec les réseaux sociaux et l'explosion de l'information. Mais une femme restera une femme, d'ailleurs un homme restera un homme aussi, et je pense que les femmes ont beaucoup à gagner, à se mobiliser pour leur santé. Et ce sera la façon dont sera articulé le transfert d'une différence biologique sur un problème de hiérarchie
et d'équilibre de pouvoir qui fera, à mon avis, l'avenir du choix de la santé des femmes. C'est la femme qui choisit d'être enceinte ou de ne pas être enceinte. Si dans un couple, l'homme voudrait avoir un enfant et que la femme ne veut pas, maintenant, elle peut ne pas vouloir et dire non. C'est la plus grande des libertés et c'est le plus grand des pouvoirs, pour moi.